Le plateau métallique heurta le comptoir en inox avec un claquement sec qui résonna dans la cantine bondée de la base de Coronado. Pourquoi autant de tatouages? Le lieutenant Callahan se dressait de toute sa hauteur devant le comptoir de service, les yeux froids fixés sur les bras couverts d'encre de la femme qui servait les repas. Elena Vasquez, 32 ans, employée de cantine, ne leva pas les yeux. Ses mains continuaient leurs mouvements mécaniques, portionnant les plats avec cette régularité indifférente qui semblait dire que la question n'avait jamais été posée. Autour d'eux, des dizaines de militaires attablés s'immobilisèrent, fourchettes et cuillères suspendues en l'air. « C'est à vous que je parle », éleva la voix Callahan, attirant davantage de regards. « Ces tatouages, vous vous prenez pour un soldat ou quoi ?» Un rire parcourut la table des cils. 6 hommes portant les marques des guerriers d'élite la regardaient avec des yeux méprisants. Elena ne répondit pas. Elle posa le plateau sur le comptoir sans un mot. Les tubes fluorescents se reflétaient sur un tatouage particulier à son avant-bras. Une série de chiffres et de symboles que personne dans cette salle ne reconnaissait. Pas encore. Dans les 20 minutes qui suivirent, tout allait changer. La cantine de Coronado allait recevoir une leçon sur ce qu'il en coûte de juger les gens sur les apparences. Restez avec nous. Ce qui arrive n'était pas censé sortir au grand jour. Abonnez-vous, activez la cloche et dites en commentaire d'où vous nous regardez. L'odeur de la graisse chaude et du café trop longtemps sur la plaque, voilà ce qu'Elena Vasquez associait désormais au mot paix. 18 mois à servir des plateaux, à noter les commandes sur un carnet à spirale, à sourire sans que ce sourire n'appartienne vraiment à son visage. La cantine de la base de Coronado ronronnait comme toujours en ce mardi matin. Chaises raclant le carrelage beige, rires de jeunes recrues, cliquetis de couverts sur l'inox. Elle remplissait sa fonction. Elle disparaissait dans le décor. C'était exactement ce qu'elle voulait. Le lieutenant Callahan entra le premier, suivi de 6 hommes en tenue d'entraînement, encore humides de transpiration. Des cils, elle les reconnut à leur façon d'occuper l'espace, comme si chaque pièce leur appartenait par droit de naissance. Callahan avait ce visage carré, cette mâchoire volontaire des officiers qui confondent l'autorité avec le volume sonore. Il s'arrêta devant le comptoir et la regarda comme on regarde un distributeur automatique en panne. 2 œufs, bacon, pas de toast, et du vrai café, pas cette eau sale. Elena nota sans lever les yeux. Elle posa l'assiette 4 minutes plus tard, avec précision, sans un mot. Ce fut le tatouage sur son avant-bras gauche qui déclencha tout, une série de chiffres en encre noire, coordonnées géographiques, que n'importe quel opérateur aurait dû reconnaître. Callahan l'attrapa au vol, comme une plaisanterie facile. « Hé les gars, regardez-moi ça. On dirait qu'elle a tatoué son adresse pour pas se perdre. » Rire. Briggs, le plus jeune, se pencha pour mieux voir. D'autres tatouages couraient le long de ses bras. Des dates en chiffres romains, des symboles qu'elle seule savait lire, une rose des vents minuscule à l'intérieur du poignet droit. Callahan n'avait pas fini. « Sérieusement, c'est quoi ce cirque? T'as fait quoi, un tour du monde en stop? Ou c'est ton ex qui t'a laissé des souvenirs ?» Elle leva les yeux. Pas de colère, quelque chose de bien plus inquiétant. Un calme absolu, le genre qui ne s'apprend pas dans les livres. Elle le regarda exactement 2 secondes, puis reprit son carnet. Callahan, vaguement déstabilisé par ce silence, haussa les épaules et rejoignit sa table. L'incident aurait pu s'arrêter là. Il ne s'arrêta pas. 20 minutes plus tard, un bruit sourd sur le parking, juste devant les baies peaux vitrées. Une recrue avait glissé en descendant d'un véhicule, sa tête heurtant l'angle du marchepied. Quand les premiers badauds sortirent, le garçon était inconscient, une plaie au crâne qui saignait vite. Quelqu'un cria « Appelez le médecin ». Quelqu'un d'autre cherchait son téléphone. Elena était déjà dehors. Elle s'agenouilla, 2 doigts sur la carotide, l'autre main immobilisant la nuque sans qu'on lui ait rien demandé. Elle évalua la pupille, la fréquence, inclina le corps selon un angle précis pour dégager les voies respiratoires, comprima la plaie avec le torchon qu'elle avait pris en sortant. Geste réflexe, inutilement parfait. Elle parla au garçon à voix basse pour maintenir sa conscience en anglais d'abord, puis en dari machinalement avant de se reprendre. Briggs, qui avait suivi, la regardait faire sans comprendre ce qu'il voyait. Ce n'était pas du secourisme de base appris en formation. C'était autre chose, une gestuelle militaire économique sans hésitation d'aucune sorte. Le médecin de la base arriva 9 minutes après. Elena lui passa le relais avec un compte rendu laconique. Pression artérielle estimée, réflexe, perte de connaissance de combien de secondes. Le médecin s'arrêta à mi-geste et la dévisagea. « Vous avez une formation médicale ? » « J'ai un plateau à reprendre, dit-elle, et elle rentra. Dans la cantine, le colonel Grant avait observé la scène depuis la fenêtre.
Homme de 60 ans, visage tanné, yeux pâles habitués à lire ce que les autres ne montraient pas. Il rappela Callahan d'un geste sec. « Vous avez quelque chose à faire, lieutenant ?»« Je mangeais, mon colonel. »« Alors mangez, et laissez cette femme travailler. » Callahan obéit, mais quelque chose dans son regard avait changé. Briggs aussi. Ils la regardèrent différemment quand elle repassa entre les tables, carnet en main, visage neutre, ses tatouages soudain moins ridicules, ses gestes trop précis pour une employée de cantine, ce Dari murmurait à un blessé inconscient comme si c'était une langue familière. Personne ne dit rien. Mais le doute, lui, était entré dans la pièce. Et le doute, Elena Vasquez le savait mieux que quiconque, ne ressort jamais vraiment. Le lendemain matin, Callahan revint seul. Pas avec son équipe. Pas avec cette arrogance de groupe qui rendait les hommes bruyants et bêtes. Seul, les mains dans les poches, l'air de quelqu'un qui cherche une raison d'être là. Il s'installa au comptoir au lieu de prendre une table, geste inhabituel, presque intime, et commanda son café sans regarder Elena en face. Elle le servit sans un mot. Il but une gorgée, posa la tasse et tendit la main vers son avant-bras comme si l'idée venait de lui passer par hasard. « Ces chiffres-là, c'est quoi exactement ?» Elle retira son bras avant qu'il ne touche, pas brusquement, avec cette économie de mouvement qui caractérisait tout ce qu'elle faisait. Mais la vitesse était là, souterraine, évidente pour qui savait regarder. Callahan sentit sous ses doigts, l'espace d'une fraction de seconde, la résistance d'un avant-bras qui n'était pas celui d'une femme qui portait des plateaux depuis 18 mois. Des muscles longs, denses, pas construits dans une salle, mais forgés autrement, par quelque chose que les gymnastes ne connaissaient pas. « Mon café refroidit, dit-elle. Il ne lâcha pas le bras, elle l'avait déjà repris, mais le sujet, cette curiosité qui avait germé la veille et qu'une nuit de sommeil n'avait pas étouffé. Il examina ce qu'il pouvait voir. La cicatrice pâle à la naissance du cou, presque invisible sous le col de sa chemise. Une autre fine comme un fil, qui courait le long de sa mâchoire gauche. Il y en avait une troisième qu'il devinait sous la manche, à l'épaule, pas la bonne forme pour une opération chirurgicale ordinaire. Trop linéaire, trop propre, trop ancienne, Briggs arriva à ce moment-là avec Holt. Ils prirent des tabourets de part et d'autre de Callahan avec cette nonchalance étudiée des gens qui font semblant de ne pas coordonner leurs gestes. Holt était le plus observateur des trois, puis un seul... Yeux sombres, silencieux, le genre d'homme qui parle peu et retient tout. Il posa son regard sur la posture d'Elena derrière le comptoir. Elle était de dos, réapprovisionnant les thermos. Holt pencha légèrement la tête. « Elle scanne la salle, murmura-t-il à Briggs, depuis qu'on est entré. » Sans se retourner. C'était vrai. Elena notait les entrées et sortit dans un coin de sa conscience avec la régularité d'un mécanisme d'horlogerie. Vieille habitude. Impossible à éteindre comme certaines lumières qu'on laisse allumer parce qu'on a oublié qu'elles existaient. La porte de la cantine s'ouvrit alors avec une lenteur qui n'appartenait qu'à lui. Le maître principal Dunbar ne marchait plus très vite depuis Mossoul, mais il entrait dans les pièces d'une façon particulière, comme si l'air se réorganisait autour de lui. 62 ans, une carrure de chêne vieillie, la médaille de la Navy Cross épinglée sur une veste civile parce qu'il n'en avait plus rien à faire du protocole. Les jeunes SEAL se redressant sur leurs chaises sans s'en rendre compte quand ils passaient. Légende n'était pas un mot trop grand. Il prit un plateau, avança le long du comptoir et s'arrêta. Elena lui faisait toujours face. Elle avait dû sentir quelque chose. Un changement dans la qualité du silence peut-être, ou simplement cette façon qu'ont les anciens opérateurs de reconnaître les leurs avant même de les voir. Elle leva les yeux. Quelque chose traversa son visage. Pas de la peur, pas de la surprise. Quelque chose de plus complexe et de plus ancien. De la reconnaissance, mêlée à une résignation tranquille. Dunbar la regarda pendant 3 secondes entières. Puis il murmura assez bas pour que seuls ceux du comptoir entendent, et pourtant avec une clarté absolue, « Fantôme 7, la cantine ne s'arrêta pas. » Les conversations continuèrent, les couverts cliquetèrent, le café coula. Mais Callahan, Briggs et Holt ne bougeaient plus. Ce nom, ces 2 mots, n'étaient là pas un grade, pas un surnom. C'était une désignation opérationnelle que personne dans cette salle n'aurait dû connaître, et que Dunbar prononçait comme on prononce le nom d'un mort qu'on n'espérait plus revoir. Elena posa son torchon sur le comptoir. Elle ne dit rien. Dunbar s'installa sur un tabouret, comme s'il avait tout son temps, comme si la terre venait de s'arrêter de tourner, et que ça n'avait aucune importance. Il se tourna vers Callahan. « Vous voyez ses coordonnées sur son bras gauche ? 34 degrés nord, 69 est. C'est Tora Bora. »
décembre 2001. Et celle-là, il désigna le deuxième tatouage sans toucher, Cunard 2005, opération Red Wings. Vous en avez entendu parler, je suppose. Et le dernier, le symbole en haut de l'avant-bras droit. Fallujah, novembre 2004. Elle y était, pas comme observatrice. Holt regardait Helena. Elle regardait un point fixe au-dessus de la machine à café, les mains à plat sur le comptoir, immobile comme quelqu'un qui attend que l'orage passe au-dessus de sa tête. Elle ne portait pas d'uniforme, continua Dunbar. Elle n'en a jamais porté. C'est pour ça que vous ne l'avez pas reconnue. C'est exactement pour ça. Le silence qui suivit les mots de Dunbar n'était pas ordinaire. Ce n'était pas ce silence gêné qui tombe sur une table quand quelqu'un dit une vérité de trop. C'était quelque chose de plus lourd, de plus ancien. Le silence des gens qui comprennent qu'ils sont en train d'assister à quelque chose qu'ils ne méritent peut-être pas de voir. Callahan fut le premier à parler, et ce qu'il dit ne ressemblait pas à ce qu'il aurait dit la veille. « Ces cicatrices, à l'épaule, au cou, c'est du combat ?» Helena ne répondit pas immédiatement. Elle regardait toujours ce point fixe au-dessus de la machine à café, comme si la réponse s'y trouvait inscrite dans le métal. Puis, avec un geste d'une lenteur délibérée, elle déboutonna le premier bouton de sa chemise et fit glisser la manche droite jusqu'à l'épaule. Pas de théâtralité, pas de défi, simplement l'acte de quelqu'un qui a décidé, une fois pour toutes, d'arrêter de se cacher. La cicatrice était large, rosée encore après toutes ces années, avec cette texture particulière des blessures par éclat. Pas une ligne propre, mais un territoire ravagé, une carte de ce que la violence fait au corps humain quand elle ne prend pas la peine d'être précise. Il y en avait une autre dans le creux de l'épaule, ronde, incontestable, entrée de balle. Et sur le flanc gauche qu'elle montra en relevant légèrement sa chemise, une longue suture ancienne qui courait sur 15 cm au moins. Holt détourna les yeux, non par dégoût, mais par une sorte de respect instinctif. Helena rabattit sa manche et parla enfin d'une voix égale et basse, comme si elle récitait un rapport après une mission banale. Helmand, mars 2010, nous étions 7. Une extraction de nuit, renseignement compromis à la source, on ne le savait pas encore. Ils nous attendaient à 2 kilomètres du point d'extraction, dans un nullah asséché au nord du village de Sanguin. L'embuscade a duré 11 minutes. À la 12e minute, j'étais la seule debout. Elle s'arrêta. La cantine autour d'eux avait progressivement perdu de son bruit. Les conversations voisines s'étaient tues une à une, par contagion, comme des flammes privées d'oxygène. Des hommes qui n'étaient pas de leur groupe écoutaient maintenant sans faire semblant de ne pas le faire. J'avais 2 éclats dans l'épaule droite, une balle traversant au flanc et le genou gauche qui ne répondait plus correctement. Le point d'extraction était à 5 km 200 vers le nord-est. Je suis arrivé en rampant, en partie. Il a fallu 4h30. À l'aube, j'ai atteint le périmètre et j'ai perdu connaissance devant un gamin de 10 ans qui faisait paître 2 chèvres. C'est lui qui a alerté les forces afghanes locales. Dunbar hocha la tête lentement, comme quelqu'un qui entend confirmer ce qu'il savait déjà mais qui espérait se tromper. Ce que vous ne trouverez dans aucun registre, dit-il en reprenant la parole pour la salle autant que pour Callahan, c'est son nom dans cette opération. Ni dans les rapports officiels, ni dans les commémorations, ni dans les archives déclassifiées. Parce que des gens haut placés ont décidé que l'existence du programme était plus importante que la reconnaissance de ceux qui le servaient. On a effacé Fantôme 7 de l'histoire. Officiellement, cette opération n'a jamais eu lieu. Officiellement, ces 6 hommes ne sont morts nulle part. Briggs posa ses 2 mains à plat sur le comptoir comme pour trouver un appui. « Et vous, vous avez accepté ça ?» Helena tourna vers lui un regard tranquille et terriblement lucide. « Non, c'est pour ça que je sers du café à Coronado. » Ce fut Holt qui se leva le premier. Sans un mot, au garde à vous, les yeux droits devant lui. Geste militaire pur, dépouillé de toute ostentation. Briggs se suivit dans la seconde. Puis Callahan, avec quelque chose sur le visage qui ressemblait à de la honte. Pas la honte performative, mais l'autre, la vraie, celle qui descend en soi et ne remonte pas vite. Et puis, dans ce mouvement qui se propageait comme une évidence, les hommes des tables voisines se levèrent à leur tour, silencieusement, sans concertation, avec cette gravité que les soldats réservent aux instants, qui comptent vraiment. Helena les regarda, et pour la première fois depuis 18 mois, quelque chose dans son visage se fissura. Pas ostensiblement, une légère tension autour des yeux, une pression imperceptible des lèvres l'une contre l'autre. Elle prit son torchon sur le comptoir, comme pour se raccrocher à son rôle, à cette invisibilité qu'elle avait construite si patiemment. Mais l'illusion était brisée.
Elle le sentit dans sa propre poitrine, ce craquement silencieux de quelque chose qui avait tenu longtemps et qui, maintenant, ne tiendrait plus. Le colonel Grant l'attendait debout derrière son bureau, ce qui n'était pas bon signe. Les hommes qui s'assoient en dessous pour vous recevoir ont du temps. Ceux qui restent debout ont déjà pris une décision. La fenêtre derrière lui donnait sur le terrain d'entraînement, et la lumière de fin d'après-midi découpait son profil en 2 zones nettes, une moitié dans l'ombre, une moitié dans le jour. Helena referma la porte sans bruit et attendit, les mains le long du corps, dans cette posture neutre qu'elle avait appris à habiter comme une seconde peau. « J'ai passé la matinée au téléphone », dit Grant sans préambule. 3 appels à des contacts au renseignement que je n'avais pas joints depuis des années. Chaque fois que je prononçais les mots « fantôme 7 », la ligne devenait curieusement silencieuse. Pas de déni, pas de confirmation. Le silence particulier des gens qui savent exactement de quoi on parle et qui ont reçu des instructions précises pour ne jamais en parler. Il contourna son bureau et s'arrêta à 2 mètres d'elle. « Qui êtes-vous, Helena Vasquez ?»« Quelqu'un qui prépare de bons œufs brouillés, mon colonel. » Ce n'était pas de l'insolence. C'était une dernière tentative, mélancolique et déjà vaincue, de maintenir la fiction. Grant ne sourit pas, mais quelque chose dans ses yeux pâles s'adoucit légèrement. « Asseyez-vous. » Elle s'assit. Il fit de même, enfin, et croisa les mains sur le bureau avec cette gestuelle des hommes qui choisissent leurs mots comme on choisit des armes, en fonction de ce qu'on veut atteindre. Le programme a été démantelé officiellement en 2013, dit-il. Officieusement, je n'en sais rien, et c'est précisément ce qui me préoccupe. Ce que je sais c'est que vous auriez pu signer un accord de confidentialité après Hellmand, bénéficier d'une pension, d'une identité propre, d'une vie. On vous l'a proposé, j'imagine. Helena regarda ses mains un instant. 3 fois. Le premier émissaire est venu à l'hôpital de Bagram, 8 jours après mon extraction. J'avais encore 2 drains dans le flanc. Il m'a expliqué avec beaucoup de courtoisie que signer était dans mon intérêt, que les familles de mes camarades recevraient une aide substantielle si je coopérais, que l'histoire serait propre pour tout le monde. Et vous avez refusé. Mes hommes méritaient honte d'exister, pas dans un rapport classifié que personne ne lirait jamais, dans l'histoire, avec leur nom, leur visage, ce qu'ils avaient accompli. On m'a demandé d'effacer ça. J'ai dit non. Alors on m'a effacé, moi. Grant demeura silencieux un long moment. Dehors, une formation courait sur le terrain, cadencée, régulière, avec cette mécanique propre au corps entraîné. Helena suivit le mouvement du regard un instant, puis revint à Grant. « Le SOCOM s'intéresse à vous, dit-il enfin. Je ne sais pas encore sous quelle forme. Ce que je sais, c'est que vous restez sur cette base jusqu'à nouvel ordre. Ce n'est pas une demande. Je n'ai nulle part où aller, mon colonel. » Elle le dit sans amertume, ce qui était presque pire. Grant hocha la tête une fois, lentement, et elle comprit que l'entretien était terminé. Callahan l'attendait dans le couloir, adossé au mur avec une raideur qui trahissait sa nervosité mieux que n'importe quel geste. Il se redressa quand elle sortit, et ce qu'elle lut sur son visage n'avait plus rien à voir avec l'homme du comptoir de la veille. La mâchoire carrée était toujours là, mais la suffisance avait déserté. « Je voulais vous dire, commença-t-il, pour hier matin, ce que j'ai dit devant mes hommes. C'était... Oubliez ça. Je ne peux pas. » Il la regarda avec cette franchise maladroite des gens courageux dans l'action et maladroits dans les mots. « Je voudrais que vous nous entraîniez, mes hommes et moi, ce que vous savez faire, pas seulement le combat, la façon dont vous lisez une pièce, dont vous évaluez une situation. On ne nous apprend pas ça. » Helena l'étudia un moment sans répondre. Puis quelque chose de très discret, presque imperceptible, passa dans ses yeux. Pas un sourire, pas encore, mais l'esquisse d'une possibilité. Elle n'eut pas le temps de répondre. Son téléphone vibra dans la poche de son tablier. Numéro masqué. Un seul message, 6 mots en texte brut. Bâtiment 7, ce soir, 22h. Elle relut le message 2 fois, glissa le téléphone dans sa poche et regarda Callahan avec ce calme absolu qui n'était pas du tout de l'indifférence. « On verra pour l'entraînement, dit-elle. D'abord, je dois voir ce qu'on me veut. » Le bâtiment 7 n'avait pas de signalétique. Juste un numéro peint en blanc sur une porte métallique, au bout d'une allée que l'éclairage de la base semblait avoir oubliée. Helena y arriva à 22h-5, vérifia ses angles par réflexe, frappa 2 fois. La porte s'ouvrit de l'intérieur. La salle était petite, fonctionnelle, éclairée par des tubes fluorescents qui donnaient au visage une pâleur d'autopsie. Une table, 4 chaises, une carte murale sans légende épinglée au mur de droite. Le général Mercer était debout près de la carte, la soixantaine sèche, uniforme impeccable.
regard de quelqu'un qui a l'habitude que les autres attendent qu'il parle en premier. Un homme du renseignement en civil se tenait dans l'angle, Elena le catalogua en 2 secondes. Posture, main, façon de surveiller la porte. Analyste de terrain, pas un bureaucrate. Et puis, il y avait la 3e silhouette, celle qui était assise dos à la porte et qui se retourna quand Elena entra. Elle s'arrêta. Pas de recul visible, pas de son. Juste cet arrêt brutal, intérieur, comme quand le cœur rate une pulsation et que le cerveau met une fraction de seconde à comprendre pourquoi. Elle connaissait ce visage. Elle connaissait l'angle de ses épaules, la façon dont cet homme inclinait légèrement la tête sur la gauche quand il était attentif. Elle l'avait vu pour la dernière fois dans un nullah asséché du Helmand, immobile dans la poussière rouge, avec 2 balles dans la poitrine. « Fantôme 3, dit-elle. Sa voix était parfaitement plate. Nathan Pierce se leva. 40 ans, les tempes grisonnantes là où elles ne l'étaient pas avant, une cicatrice nouvelle qui courait sous le menton droit. Vivant, indéniablement, insupportablement vivant. Elena, on t'a enterrée, il y a 4 ans. J'étais à l'enterrement. Il n'y avait pas de corps. On nous a dit que... Elle s'interrompit, recalibra. Quand 6 semaines après Helmand, ma mort a été mise en scène par le programme lui-même, sur ordre du général Mercer. Elle tourna les yeux vers Mercer, qui soutint son regard sans fléchir. C'était nécessaire, dit-il. Pierce était compromis. Son identité avait filtré dans 2 réseaux distincts au Pakistan. Le tuer officiellement était le seul moyen de le sortir vivant et de protéger ce qui restait du programme. Vous auriez pu me le dire. Vous aviez refusé l'accord de confidentialité. Vous étiez hors protocole. Le mot tomba comme une pierre dans de l'eau froide. Elena le laissa couler sans réagir. Elle s'approcha de la table et s'assit, parce que rester debout dans ce genre de situation était une façon de montrer qu'on n'était pas encore décidé à écouter, et elle avait décidé d'écouter. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle. Mercer prit le siège en face d'elle. L'analyste sortit un dossier fin, le posa sur la table sans l'ouvrir. « Depuis 7 ans, reprit Mercer, des identités d'opérateurs spéciaux sont vendues à des réseaux adverses. Pas des noms de couverture, les vraies identités. Adresse de famille, filiation, habitudes, points de vulnérabilité. 23 opérateurs sont morts dans des circonstances qui auraient dû être impossibles si leur identité était restée secrète. Il y a une taupe, haut placée, bien protégée, active depuis suffisamment longtemps pour avoir des protecteurs à chaque étage. Elena ne dit rien. Elle regardait le dossier fermé. « Nous avons des schémas, continua Mercer, des points de convergence dans les fuites, et des angles morts que seul quelqu'un ayant participé aux opérations Helmand pourrait identifier. » Ce fut à ce moment qu'elle fit remonter le souvenir. Pas un raisonnement, une image nette et soudaine, comme ces éclats de mémoire qui attendent des années dans l'obscurité avant de se présenter au moment précis où on en a besoin. Une réunion de briefing 2 semaines avant l'embuscade. Un officier qui posait des questions légèrement décalées, trop précises sur la géographie locale, trop intéressé par les fenêtres d'extraction. Elle n'y avait pas prêté attention sur le moment. Elle y prêtait attention maintenant. « Anderson, dit-elle. » Nathan la regarda fixement. Le colonel Anderson. Il était présent au briefing préopérationnel de Helmand. Il a demandé 3 fois à quel moment l'équipe serait dans le nullah. On lui a répondu. 2 semaines plus tard, il nous attendait exactement là. Le silence qui suivit était différent des autres. Plus dense. Mercer et l'analyste échangèrent un regard bref. « On regarderons. » Le colonel Anderson a été promu, dit finalement Mercer. Il est général depuis 18 mois. Il supervise l'ensemble des opérations spéciales au Moyen-Orient. Elena posa les 2 mains à plat sur la table, regarda le bois veiné devant elle et laissa passer le temps d'un souffle. Puis elle leva les yeux vers Mercer avec cette expression particulière. Pas de la colère, pas de la peur, quelque chose de beaucoup plus froid et de beaucoup plus utile. « Alors on a un problème, dit-elle. Mercer voulait la discrétion. Elena voulait l'inverse. Elle prit la parole avant qu'il ait fini d'exposer son plan. Une surveillance longue, des écoutes progressives, des mois de patience administrative. Elle l'interrompit avec la courtoisie précise d'une personne qui a écouté suffisamment longtemps pour savoir que la suite ne vaudra pas mieux. Une taupe de ce niveau ne se laisse pas attraper par la surveillance. Elle a passé 7 ans à vivre dedans. Elle connaît vos méthodes mieux que vos propres agents. Si vous vous approchez trop doucement, elle sent l'air changer et disparaît. Il vous faut un déclencheur. » « Quel type de déclencheur ?» demanda l'analyste depuis son angle. « Moi. » Mercer croisa les bras. Nathan regarda le plafond une demi-seconde.
ce geste qu'il avait toujours eu quand une idée lui semblait à la fois brillante et profondément mauvaise. « Depuis hier, tout le monde sur cette base sait qui je suis, continua Helena. Fantôme 7 n'est plus un secret. C'est une histoire qui circule. Si Anderson a des oreilles ici, il le sait déjà. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est ce que je sais. Il va vouloir évaluer le danger, il va bouger. Et quand il bougera, vous le verrez. Vous proposez de vous exposer délibérément, dit Mercer. Je propose de cesser de me cacher, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Le général réfléchit. L'analyste ouvrit enfin son dossier et fit glisser une photo sur la table. Un homme en uniforme, visage carré, sourcils droits, la distinction tranquille de ceux qui ont gravi les échelons sans jamais se salir les mains, en apparence. Le général Stafford, chef d'état-major adjoint aux opérations spéciales, basé à Washington, de passage à Coronado pour une inspection de routine les jours suivants. Stafford est arrivé hier soir, dit l'analyste. Il n'était pas attendu avant la semaine prochaine. Sa visite a été avancée 48 heures après que le nom de Fantôme 7 a commencé à circuler sur la base. Helena regarda la photo sans la toucher. Il était venu voir ce qui remontait à la surface. C'est notre hypothèse. Alors laissez-moi lui parler. Nathan se leva brusquement, avec cette énergie contenue des gens qui ont appris à ne pas élever la voix, mais dont le corps trahit ce que la voix retient. Helena, si Stafford est lié à Anderson, tu te mets en position de cible directe. J'ai déjà été une cible directe. Au moins cette fois-ci, je le saurai à l'avance. Mercer l'observait avec cette attention particulière des gens, habitués à évaluer les individus comme on évalue des actifs. Leur valeur, leur résistance, leur point de rupture. Il ne vit pas de point de rupture. Il hocha la tête une fois. Vous jouez le jeu. Vous le laissez croire que vous cherchez à comprendre ce qui s'est passé à Helmand, que vous êtes isolé, sans soutien institutionnel. Vous acceptez son aide si elle vient, et vous nous rapportez tout. Et si son aide ne vient pas sous forme de conversation ? Vous n'êtes pas seul sur le terrain. Ce qui restait à régler, c'était la question de la couverture. Helena y avait pensé pendant que Mercer parlait. Elle avait l'habitude de résoudre les problèmes logistiques en parallèle comme un second fil de conscience qui travaille pendant que le premier m'écoute. Il lui fallait une présence crédible autour d'elle, des gens dont la proximité avec elle aurait une explication naturelle. Pas des agents du renseignement aux allures trop nettes, quelque chose de moins évident. Elle retrouva Callahan le lendemain matin, avant l'aube, sur le terrain d'entraînement où il faisait ses séries de sprints seul, avec cette discipline silencieuse qu'elle avait appris à respecter. Elle attendit qu'il s'arrête, lui tendit une gourde et parla sans introduction. « J'ai besoin de votre équipe, pas pour une opération officielle, pour quelque chose qui n'existe pas sur le papier. Vos hommes seront techniquement en train de suivre une formation spécialisée, ce qui sera vrai d'ailleurs. Mais leur présence autour de moi doit sembler naturelle, organique, comme si c'était votre idée. » Callahan but une longue gorgée, essuya sa bouche du revers de la main. « C'était mon idée. Hier, dans le couloir, je vous ai demandé de nous entraîner. » « Exactement. » Il la regarda avec cette lucidité des hommes de terrain qui comprennent vite quand on leur explique en entier. « Vous êtes en train de me dire qu'on essaie votre couverture. Je suis en train de vous dire que vous allez apprendre des choses que vos instructeurs habituels ne connaissent qu'un pas. Ce que vous ferez avec ça vous appartient. Mais pendant ce temps, vous serez là où j'ai besoin que vous soyez. » Le lendemain après-midi, le général Stafford entra dans la cantine. Il prit un café, regarda la salle avec la désinvolture calculée des gens qui cherchent en quelqu'un sans vouloir en avoir l'air, et s'arrêta devant Helena. « On m'a parlé de vous, dit-il avec ce sourire d'avant-scène. Fantôme 7, c'est un nom que je n'avais pas entendu depuis longtemps. Il en savait trop, beaucoup trop pour quelqu'un qui passait par là par hasard. » Helena sourit, le premier vrai sourire depuis 18 mois, et le plus dangereux qu'elle eût jamais porté. « Asseyez-vous, mon général, le café est chaud. » Stafford conduisait lui-même, ce qui était déjà une information. Les hommes de son rang ne conduisaient jamais eux-mêmes. Ils avaient en des chauffeurs, des escortes, cette machinerie humaine qui entoure le pouvoir et le rend visible à lui-même. Mais ce soir-là, dans ce SUV noir aux vitres teintées qui quittait la base par la sortie secondaire, il était seul derrière le volant, et Helena comprit que cette rencontre n'existait dans aucun agenda. Elle avait accepté son invitation avec la même neutralité souriante qu'elle mettait à remplir les thermos de café, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, comme si elle ne sentait pas le poids de ce moment particulier peser sur chaque kilomètre de route déserte. Dans sa poche, un émetteur de la taille d'un bouton de chemise. Dans le véhicule qui les suivait, à distance suffisante pour rester invisible, Nathan et l'analyste de Mercer.
Stafford parla d'abord de la base, de l'inspection, de quelques généralités militaires qu'il égrenait avec l'aisance d'un homme habitué aux conversations de façade. Helena répondait avec parcimonie, laissait les silences de s'installer, savait que les gens comme lui finissaient toujours par remplir le vide. C'était une loi universelle. Le silence inconfortable était l'outil le plus simple et le plus redoutable de tout interrogatoire déguisé en conversation. La route longeait la côte, puis s'enfonçait vers l'intérieur des terres. Les lumières de la base disparurent dans le rétroviseur. « Vous avez refusé 3 fois l'accord, dit-il soudain sans transition, comme s'ils avaient déjà commencé cette conversation depuis un moment. C'est une obstination remarquable, ou une question de principe. Les principes coûtent cher. Ça dépend ce qu'on achète avec l'alternative. » Il sourit, les yeux sur la route. Ce sourire qu'elle connaissait maintenant, pas de la sympathie, pas de l'admiration, quelque chose de plus complexe. La satisfaction d'un homme qui reconnaît une égale et qui n'étant pas encore décidé à en faire une alliée ou un problème. « J'ai suivi votre dossier, Helena, depuis le début. Vous étiez la meilleure opératrice que le programme ait jamais produite. Pas la meilleure femme, la meilleure sans qualificatif. Tora Bora, Kunar, Fallujah et Helmand qui auraient dû vous tuer et qui n'y sont pas parvenus. Vous savez pourquoi je connais ces détails ? Parce que vous avez accès aux archives classifiées. Parce que j'ai créé le programme. » Elle le laissa dire. Ne bougea pas, ne changea pas la cadence de sa respiration, garda les mains posées sur ses genoux avec ce naturel forcé qui était en réalité la forme la plus haute du contrôle. Mais quelque chose en elle venait de se reconfigurer, comme un calcul refait depuis le début avec une nouvelle variable. Le programme fantôme était mon architecture, continua-t-il. 10 ans de conception, de sélection, de formation. Vous en étiez l'aboutissement le plus réussi. Quand on me l'a démantelé pour des raisons politiques que je n'approuvais pas, j'ai perdu quelque chose que je n'ai jamais récupéré. Et Anderson, il faisait partie de votre architecture, un silence bref, presque imperceptible. Mais Helena enregistrait les silences avec la précision d'un sismographe. Anderson était un outil, dit Stafford. Comme tous les outils, il servait une fonction. La fonction de compromettre les opérations, il ne répondit pas immédiatement. La route se rétrécissait, les bas-côtés devenaient un peu plus sombres, la végétation plus dense de chaque côté. Helena nota mentalement le kilométrage depuis la base, les possibilités de sortie latérale, la vitesse du véhicule. Vieille d'habitude, corps en alerte maximale sous une surface de calme absolu. Stafford ralentit, puis s'arrêta. Pas de raison mécanique, pas d'obstacle sur la route. Il coupa le moteur et resta les 2 mains sur le volant, regardant le faisceau des phares se perdre dans l'obscurité devant eux. Donc, les opérations compromises n'empruntaient pas de la trahison, dit-il enfin. Pas au sens où vous l'entendez, c'était de la stratégie, une géopolitique que vous n'aviez pas l'altitude pour comprendre à l'époque. Certaines missions devaient échouer pour que d'autres réussissent. Certains acteurs devaient être sacrifiés pour maintenir des équilibres que leur survie aurait rompus. Helena sentit quelque chose se glacer en elle, lentement, depuis la poitrine vers les extrémités. « Mes hommes, dit-elle, à Helmand. » Stafford tourna la tête vers elle pour la première fois depuis qu'il avait arrêté le véhicule. Dans son regard, quelque chose d'effroyable, précisément parce que ce n'était pas de la cruauté, c'était de la conviction. L'absolue certitude d'un homme qui a fait ses comptes et les a trouvés justes. Des pertes acceptables, dit-il, dans un calcul qui dépassait largement le Helmand. Vous auriez dû accepter l'accord. Vous auriez dû vous taire et vivre. Je vous l'aurais permis. Il prononça ces derniers mots avec une douceur presque paternelle, et ce fut précisément cette douceur qui fut insupportable. Le mot « permis » resta suspendu dans l'habitacle comme une fumée. Helena ne répondit pas. Elle laissa le silence travailler, comme elle l'avait toujours fait, mais cette fois le silence n'était pas un outil. C'était le temps dont elle avait besoin pour que quelque chose d'immense et de terrible prenne sa forme définitive à l'intérieur d'elle. Stafford avait orchestré Helmand, pas Anderson seul. Anderson était l'outil, il l'avait dit lui-même. C'était lui, cet homme aux tempes argentées, à la voix mesurée, qui avait décidé que 6 personnes qu'elle connaissait par leur prénom, par leur manie, par la façon dont ils buvaient leur café avant une mission, constituaient un prix acceptable pour un calcul qu'il était le seul à comprendre. Marcus qui chantonnait toujours en vérifiant son équipement. Reyes qui gardait une photo de ses filles dans la poche gauche de sa veste. Torres qui avait appris 20 mots de Dari pour pouvoir remercier les civils qu'il croisait Hans. Pertes acceptables. Elle sentit la nausée, brève et froide, puis elle la laissa passer. Ce n'était pas le moment. « Vous avez raison, dit-elle enfin, d'une voix parfaitement calme. J'aurais dû accepter. » Stafford se détendit imperceptiblement.
C'était ce qu'il voulait entendre, la capitulation raisonnée, l'intelligence qui reconnaît la supériorité du calcul sur le sentiment. Il allait parler, lui proposer quelque chose sans doute, une nouvelle version de l'accord, une place dans son architecture reconstruite. Helena le vit dans ses épaules, dans l'angle de son corps qui s'ouvrait légèrement vers elle. Sa main droite bougea vers la portière, en dessous, vers quelque chose qu'elle avait catalogué dès qu'elle était montée dans le véhicule. Un holster de cuisse fixé sous le panneau latéral. Geste fluide, presque doux. Il sortit l'arme avec la décontraction des gens qui ne s'attendent pas à rencontrer de résistance. Le problème, Helena, c'est que vous en savez maintenant beaucoup trop, et que cette fois, il n'y a plus d'accord à signer. Ce qui se passa ensuite prit moins de 2 secondes. Elle saisit son poignet armé de la main gauche en pivotant vers lui, appliqua une torsion vers le haut qui lui désolidarisa l'articulation du coude et rendit la main inutile, récupéra l'arme dans le mouvement de rotation avant même qu'elle ait fini de tomber. Stafford eut le temps de produire un son, pas un cri, quelque chose de plus court, avant qu'elle ait son avant-bras plaqué contre le volant et la sécurité de son propre pistolet relâché contre sa nuque. 3 secondes de silence total. Puis les 2 portières arrière s'ouvrirent simultanément. Callahan surgit côté conducteur, Holt côté passager, avec cette synchronisation des gens qui ont répété et de ceux qui n'ont pas eu besoin de répéter parce que leurs instincts parlent le même langage. Callahan avait son arme de service. Holt tenait des menottes. Aucun des deux ne cria. Il n'y avait rien à crier, la situation était lisible en un coup d'œil. Helena s'écarta lentement, garda l'arme de Stafford, sortit du véhicule par sa propre portière. L'air de la nuit était long froid et sentait la terre sèche et le sel lointain. Elle fit 3 pas sur le bas-côté et s'arrêta, regardant la route devant elle sans vraiment la voir. Une voiture s'arrêta derrière le SUV. Le général Mercer descendit le premier, suivi de 2 agents en civil. Il s'approcha de la portière conducteur où Stafford, menotté, regardait droit devant lui avec l'expression des gens qui font leur compte une dernière fois et comprennent qu'ils ne tombent sûrement pas juste. « Relâche-toi. Général Stafford, dit Mercer d'une voix sans inflexion particulière, vous êtes placé en arrestation provisoire pour trahison aggravée et meurtre prémédité dans le cadre de vos fonctions. Vous avez le droit de ne rien dire. Stafford ne dit rien. Il regardait Helena, debout sur le bas-côté, de dos, les bras le long du corps, l'arme dans la main droite pointée vers le sol. Il y avait quelque chose dans cette posture, pas de la victoire, pas de la fierté, quelque chose de bien plus silencieux et de bien plus lourd. Nathan s'approcha d'elle par derrière, se plaça à sa hauteur sans la toucher. « C'est fini, dit-il. »« Non, dit-elle. » Elle avait raison. Elle le savait avec cette certitude froide qui n'avait rien d'intuitif. C'était de l'expérience pure, la lecture d'un schéma qu'elle avait déjà vu. Les hommes comme Stafford ne travaillaient en tout cas jamais seuls. Derrière lui, il y avait d'autres niveaux, d'autres complices, d'autres calculs en cours dans des bureaux climatisés où personne ne portait d'armes parce que personne n'en avait besoin. Elle rendit l'arme de Stafford à Mercer, regarda une dernière fois le SUV et sentit peser sur elle quelque chose qui n'était pas de la tristesse et pas de la colère. C'était le poids d'une trahison intime, celle du mentor, de l'architecte, de l'homme qui avait construit ce qu'elle était et qui avait ensuite choisi de la détruire avec la même froide méthode. Elle ne ressentait aucune victoire, seulement ça. Les premières semaines ressemblèrent à une fouille archéologique. Couche après couche, document après document, l'étendue du réseau de Stafford se révélait avec cette logique implacable des constructions qui tiennent debout précisément parce qu'elles ont été pensées pour résister à l'effondrement d'une de leurs parties. 23 opérateurs morts en 7 ans. Helena le savait depuis la réunion du bâtiment 7. Mais les noms, maintenant, avaient des visages, des dossiers, des familles qui avaient reçu des lettres officielles expliquant que leurs proches étaient retombés au service de leur pays, sans préciser que leur pays, en l'occurrence, avait une adresse privée et un compte dans une banque de Zurich. Elle travaillait dans une salle sans fenêtre au sous-sol du bâtiment administratif, entourée de dossiers classifiés que Mercer faisait déposer chaque matin par un agent qui ne parlait jamais. Nathan venait 2 fois par jour, apportait du café, repartait sans insister quand elle ne levait pas les yeux de ses documents. Il avait appris, jadis, à lire ses silences. Il n'avait pas oublié. L'équipe de Callahan tournait en rotation autour d'elle, présence discrète, fonctionnelle, qui n'avait plus rien à voir avec la couverture initiale. Briggs faisait ses allées et venues dans le couloir avec une régularité d'horloge. Holt, lui, s'était installé devant la porte comme si c'était son poste naturel, sans qu'on le lui ait demandé, sans qu'on le lui ait interdit. Helena ne commentait pas. Elle acceptait cette protection avec la même économie de gestes qu'elle mettait à tout le reste. Anderson fut arrêté un jeudi matin dans son bureau de Tampa
par 2 agents du FBI, accompagnés d'un représentant du Sénat qui avait tenu à être présent. Elena apprit la nouvelle par Nathan, qui posa simplement un message sur sa table. Anderson en garde à vue. Elle lut les 3 mots, hocha la tête une fois et reprit sa lecture. Ce n'était pas de l'indifférence. C'était quelque chose de plus compliqué. La reconnaissance que la justice pour Reyes, pour Marcus, pour Torres et les autres ne ressemblerait jamais à ce qu'on imagine quand on attend depuis des années. Pas un soulagement net, pas une libération. Plutôt la fermeture lente d'une plaie qui avait eu le temps de former son propre tissu cicatriciel et qui, en se fermant, laissait une douleur différente, plus sourde, plus permanente. Les complices de Stafford se révélèrent un à un, 2 colonels, un sous-secrétaire d'État à la Défense, 3 contractants privés qui avaient fourni les canaux de transmission des données volées. L'analyste de Mercer construisait l'organigramme sur un tableau blanc que personne d'autre n'avait le droit de voir. Elena y ajoutait des connexions que les documents seuls ne montraient pas. Des noms entendus lors de briefings, des présences anormales, ces détails que la mémoire opérationnelle conserve sans qu'on lui demande, parce qu'un corps entraîné ne fait pas la différence entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas encore. Le SOCOM envoya une délégation un vendredi après-midi. 3 hommes, 2 étoiles chacun, avec des dossiers préparés et cette courtoisie particulière des institutions qui viennent vous proposer quelque chose en sachant que vous pourriez refuser. Ils lui offrirent une réintégration complète. Grade, solde rétroactive calculé sur 7 ans, reconnaissance officielle des opérations fantômes et une mention spéciale pour Helmand qui serait inscrite dans les archives déclassifiées. Elena les écouta jusqu'au bout, les mains croisées sur la table. « Les 6 hommes de mon équipe, dit-elle. Leurs noms apparaîtront dans les archives, avec tous les honneurs dus à leur rang et à leurs actions. Leurs familles seront informées de la vérité. Dans les limites de ce qui peut être déclassifié, oui. » Elle hocha la tête. Puis elle demanda 24 heures pour réfléchir, ce qui n'était pas tout à fait vrai. Elle savait déjà ce qu'elle allait lui répondre, mais elle voulait dormir une nuit avec cette décision avant de la prononcer, par respect pour ce qu'elle impliquait. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle s'assit sur le bord de son lit, dans sa chambre spartiate de la base, regarda ses bras dans la pénombre, les tatouages qui couraient de l'avant-bras jusqu'à l'épaule, coordonnées et dates et symboles, cette cartographie intime d'une vie qu'on avait tenté d'effacer. Elle les passa du bout des doigts, lentement, comme on relit une lettre ancienne. Ce fut à 3 heures du matin que le téléphone vibra. Numéro masqué, encore une fois. Cette fois, pas un message. Une voix, brève, déformée par un modulateur bon marché. Vous pensez avoir fermé le cercle. Vous avez fermé un cercle. Le réseau Stafford était une branche. La racine est ailleurs. 3 opérateurs ont disparu cette semaine, en Asie du Sud-Est. Même schéma, même méthode. Vous connaissez ce schéma mieux que quiconque. La communication coupa. Elena resta immobile dans l'obscurité, le téléphone dans la main et sentit quelque chose qu'elle reconnut avec une clarté désagréable. Pas de la peur, pas de l'épuisement, mais cet éveil particulier du corps qui comprend, avant même que l'esprit l'ait formulé, que le repos n'est pas pour maintenant. Elle rappela le numéro masqué. Silence. Elle s'y attendait. Elle posa le téléphone sur la table de chevet, s'allongea sur le dos, les yeux ouverts dans l'obscurité, et laissa les informations se déposer en elle comme des sédiments, le temps que les couches se distinguent, que les connexions apparaissent d'elles-mêmes, sans forcer. C'était une technique qu'elle avait apprise non pas dans une salle de formation, mais dans un nulla du Helmand, à 4 heures du matin, blessée, seule, avec 5 kilomètres devant elle, et la nécessité absolue de ne pas paniquer. Laisser le cerveau travailler sans interférence. Faire confiance à ce qu'on sait avant de chercher ce qu'on ignore. À 5 heures, elle se leva, s'habilla et alla frapper à la porte de Nathan. Il ouvrit en 30 secondes. Il ne dormait pas non plus, ou si peu. Elle lui tendit le téléphone sans un mot. Il lut le journal d'appel, comprit, posa le téléphone sur son bureau et la regarda avec cette expression particulière qu'il réservait au moment où il savait que la discussion était déjà terminée avant d'avoir commencé. « Tu vas accepter la réintégration, dit-il. Pas pour toi. Pour avoir les moyens de finir ce qui n'est pas fini. C'est la même réponse que tu m'aurais donnée il y a 10 ans. Certaines choses ne changent pas. » Il hocha la tête, s'assit sur le bord de son bureau, croisa les bras. Il y avait entre eux ce silence des gens qui ont traversé ensemble des choses que les mots ordinaires ne peuvent pas contenir. Pas de la tendresse exactement, quelque chose de plus austère et de plus solide, comme 2 arbres dont les racines se sont mêlées sous terre sans qu'on le voie. Le lendemain matin, elle signa les documents du SOCOM.
Mercer était présent, ainsi que les 3 généraux de la veille. Elle signa sans cérémonie, rendit le stylo et demanda immédiatement l'accès au dossier sur les disparitions en Asie du Sud-Est. Mercer esquissa quelque chose qui ressemblait à un sourire, la satisfaction d'un homme qui avait parié sur quelqu'un et qui n'avait pas perdu. Ce qui suivit ne ressembla pas à une prise de fonction. Ça ressembla à une reprise de guerre. Elle commença à travailler avec l'équipe de Callahan dès le surlendemain, sur le terrain d'entraînement, à l'aube quand la lumière était encore blanche et froide. Elle ne leur apprit pas à se battre, ils savaient déjà se battre. Elle leur apprit autre chose, ce que les manuels ne formalisent pas parce que ça ne se formalise pas. Lire l'espace avant d'y entrer, habiter le silence d'une pièce avant de la traverser, distinguer la peur utile de la peur paralysante, faire confiance à l'information que le corps collecte avant que le cerveau les traite. Des choses qu'elle portait dans ses muscles depuis si longtemps qu'elle avait oublié les avoir apprises. Callahan était un élève sérieux. Briggs était rapide, parfois trop. Il fallait lui apprendre à ralentir, ce qui est toujours plus difficile qu'accélérer. Holt n'avait besoin que d'un mot pour comprendre ce qui demandait 1 heure aux autres. Il devenait en quelque chose, pas encore ce qu'elle voulait qu'il soit, mais la direction était juste et la direction était tout. 1 an passa, ou plutôt 1 an travailla, parce que ce n'était pas du temps qui s'écoule, c'était du temps qui construit. Un mardi matin, la cantine de Coronado sentait la graisse chaude et le café trop longtemps sur la plaque. Helena entra par la porte de service, comme elle l'avait fait pendant 18 mois, sauf qu'elle n'avait plus de tablier. Elle prit un café au comptoir, se retourna et trouva Callahan debout derrière elle, en tenue d'entraînement, les mains dans les poches, avec ce visage qui n'avait plus rien de l'arrogance du premier jour. Quelque chose s'était déposé sur ses traits, quelque chose de plus mat et de plus vrai. Ils s'installèrent à une table, côte à côte, face à la salle. Helena but son café. Callahan but le sien. Autour d'eux, la cantine ronronnait, chaises raclant le carrelage beige, rires de jeunes recrues, cliquetis de couverts sur l'inox, la même musique de fond, la même lumière blanche du matin. Mais ni l'un ni l'autre n'était la même personne qu'1 an plus tôt, et cette différence était invisible et totale. Les 3 opérateurs disparus à Bangkok, dit Callahan. Mercer a confirmé ce matin. Même méthode que les dossiers Stafford, mais la signature en amont est différente. Quelqu'un d'autre. Je sais. On part quand ? Elle posa sa tasse, regarda la salle une dernière fois. Ces hommes jeunes qui mangeaient l'air leur sauce du matin sans savoir encore ce que certains d'entre eux allaient en devenir, ce que la vie militaire fait aux gens et ce qu'elle leur laisse quand elle a fini. Elle pensa à Marcus, à Reyes, à Torres, pas avec douleur, avec cette forme particulière de mémoire qui est aussi une forme de fidélité. Elle remonta sa manche gauche, effleura du bout de l'index le dernier tatouage, les coordonnées de la base de Coronado, 32 degrés nord, 117 ouest, inscrites dans sa peau le soir où elle avait décidé de ne plus jamais avoir honte de ce qu'elle était. « Ce soir, dit-elle. » Elle se leva, boutonna sa veste et marcha vers la sortie sans se retourner. Par la baie vitrée, la lumière de ce matin de printemps tombait sur le terrain d'entraînement vide, sur l'allée qui menait au bâtiment 7, sur la route qui quittait la base vers le reste du monde. Elle poussa la porte, sentit l'air froid sur son visage et s'avança vers l'obscurité avec, pour la première fois depuis très longtemps, quelque chose qui ressemblait à de la paix. Non pas l'absence de danger, mais la certitude tranquille d'être exactement à sa place.